Le débrief des quarts de finale de la 23e édition de la Coupe du monde de football Canada-Mexique-États-Unis 2026 est au cœur de ce nouveau numéro de l'After Goal. Chers abonnés de Majestic, soyez les bienvenus. Bonjour. Je m'en vais vous présenter mes invités du jour. Ils sont aussi fidèles, comme vous d'ailleurs, mes consultants. Alès Dakla, bonjour, bienvenue. Bonjour Robert, c'est un plaisir pour moi d'être là. La forme? Toujours, toujours. Toujours, comme Manu, toujours en forme. Troisième titularisation en autant de sélections. Manu, bonjour. Bonjour Robert, toujours un plaisir d'être dans ce magnifique studio. Alors, on démarre avec le débrief de la première affiche de ces quarts de finale. C'était bien sûr l'opposition entre la France et le Maroc. Les Bleus qui se sont imposés 2-0 sans forcer, clairement, face à une formation marocaine carrément qui a déjoué ouverture du score de Kylian Mbappé, buteur, et ensuite passeur 6 minutes après sur le but de Dembélé. Alex, on a vu une formation marocaine qui nous a produit un football qui n'était pas du tout identique à la copie qu'elle nous a proposée à travers, durant toute cette compétition. Les Bleus, sans forcer naturellement, ont arraché le billet qualificatif pour les demi. Ouais, clairement, il n'y a pas de papier mouchoir pour essuyer mes larmes. Vous avez avoué sur ce plateau que vous êtes fan, bien sûr, du Maroc et que vous êtes amoureux. Vous êtes amoureux. Il n'y a pas de papier mouchoir. C'est pas grave, mais franchement, moi j'étais très déçu. Ouais. Pas de l'élimination du Maroc, mais de la copie proposée en fait. J'ai l'impression que c'est une équipe qui est venue sans son âme sur le terrain. Ouais. Il y avait que le physique. On jouait un peu la tête dans les chaussettes. C'était décousu, il n'y avait aucune envie, il n'y avait aucune volonté de vraiment faire mal à cette formation française-là. Parce que, comme vous prenez déjà la première partie, la France était à 20 tirs pour 7 tirs cadrés. Ouais. Le Maroc, c'était 4 petites entreprises avec un tir cadré. Ça n'avait aucun sens. Et offensivement, c'est une équipe qui n'a pas du tout existé. Déjà, moi, j'étais choqué par le 11 entrant de Mohamed Wabi. On a dit Saïbari, il est blessé, il n'y a pas de souci. Mais on ne l'a pas remplacé valablement avec Raimi. Il a préféré donner la chance au jeune Chalbi pour occuper la pointe de l'attaque. Mais toute la rencontre, il n'a été que milieu de terrain. Donc, ça fait qu'on n'a pas eu cette présence-là offensive du Maroc dans cette rencontre-là. Même si, moi, je l'ai déjà dit sur ce plateau, offensivement, le Maroc ne fait pas forcément peur. Mais c'est tout le collectif qui défend ensemble, qui attaque ensemble. Mais là, face à la France, on les a sentis très réservés. Ils n'ont pas proposé, comme je le disais, grand-chose. Et ça, c'est assez symptomatique. Ça rejoint peut-être ceux qui ont dit que, tiens, depuis leur parcours, ils se sont heurtés à des adversaires peut-être à leur portée. Et la France, c'était l'adversaire de trop, ou bien c'était l'adversaire au-dessus d'eux. Et ça s'est confirmé sur le terrain parce que la France, naturellement, était dans son élément. Ils ont déroulé, ils ont eu des occasions. Mbappé a raté un penalty, c'est pas grave, on poursuit, on continue, les occasions sont venues, ils ont su marquer. Il y avait seulement 2 joueurs qui étaient venus jouer cette rencontre-là, Ounahi et puis le gardien Yacine Bono, tout le reste côté marocain, grosse déception. Alors Manu, la mayonnaise marocaine n'a pas pris dans ce match face à la France. Quelle analyse faites-vous de cette rencontre? Oui, j'ai senti les Marocains trop amorphes dans cette rencontre. Jusqu'à la 28e minute au niveau du pénalty obtenu par la France, je me disais peut-être que c'était peut-être un électrochoc qui pouvait réveiller enfin les Marocains dans cette opposition, mais non. Ils ne sont jamais vraiment rentrés dans cette partie. Les Français, voilà, au fil du temps, ils ont pris la mesure de leur adversaire. Ils se disaient peut-être aussi quelque part que ce n'était plus le Maroc qu'ils pouvaient penser avant le match. Et donc, ils ont tout simplement déroulé avec Kylian Mbappé les buts qui sont arrivés. Et rapidement, c'est vrai, Alex, il parle des joueurs, mais défensivement aussi, parce qu'on peut parler de l'absence de Saïbari et de la titularisation de Talbi. On sait que Talbi ne peut jamais offrir des solutions de profondeur comme on pouvait le faire Saïbari. Est-ce que son absence, bien sûr, d'Ismaël Saïbari, qui est le meilleur buteur marocain dans cette Coupe du Monde, ça a pesé? Offensivement, on l'a tout de suite vu, on a tout de suite remarqué, parce que ce soit Diaz, El Khanous ou Talbi, aucun de ces joueurs n'avait la possibilité de faire des appels en profondeur comme le faisait Saïbari, même si lui, il n'était pas ce genre de joueur, mais il s'est très bien adapté tout au long de la compétition. On l'a senti rapidement dans la partie. Et défensivement, le fait que Mazraoui soit réaxé,
et que Halal aussi ne soit pas disponible, sans manquer aussi un peu de vivacité dans le couloir de Mazraoui, parce qu'il faisait aussi partie des meilleurs joueurs du Maroc depuis le début de la compétition. Et voilà, le résultat est ce qu'il est, mais c'est un peu dommage parce que on a senti une équipe qui est tombée un peu les armes à la main parce qu'on savait que le Maroc pouvait faire mieux. Pour vous, Alès, pour clôturer ce débrief sur ce match, bien sûr, cette rencontre entre le Maroc et la France, qu'est-ce qui n'a pas marché côté marocain selon vous? C'est compliqué à dire. C'est compliqué à dire parce que tu vous poussez dans tous les sens. C'est l'une des équipes, on l'a dit aussi avant cette rencontre-là, qui est la mieux préparée avant cette coupe du Monde-là, qui a les moyens, qui a tout à sa disposition en fait. Par exemple, on ne va pas me parler du volet physique. C'est vrai, il y a les pépins physiques, mais c'était des joueurs qui se sont blessés sur le terrain. En termes de kinésithérapeutes, il y en a 3 dans cette équipe-là. Il y a des machines de la dernière génération qui permettent aux joueurs de vite récupérer. Donc, je ne suis pas sûr que c'est un problème physique, mais moi, je pense que c'est peut-être un manque de motivation pour cette affiche-là face à un adversaire qui était supérieur. Par exemple, la manière dont ils ont abordé le match face aux Pays-Bas, ils n'ont pas abordé cette rencontre-là de la même manière. Donc, je me dis, il y a ce complexe d'infériorité-là que moi, j'ai reproché à certaines nations africaines qui sont tombées plus tôt dans la compétition. Je l'ai senti un peu dans cette formation marocaine. On n'a pas vu une équipe qui était venue pour titiller la France, pour mettre en mal la France, pour déranger la France. Donc, je me suis dit que peut-être qu'offensivement, ils se savaient amoindris, donc ils ont préféré défendre. C'est que j'ai attendu ce déclic, comme Manu le disait, l'électrochoc après le penalty. Je l'ai attendu durant toute la rencontre. Je ne l'ai jamais eu. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, au début, il y a eu un semblant de réveil, mais tout de suite, ils se sont endormis. Franchement, c'est compliqué à juger quand vous prenez les 5 autres rencontres disputées. Et cette rencontre-là, on risque de se tromper dans l'analyse parce que moi, j'ai vraiment du mal à trouver les failles ici. Même si, parce que tactiquement, c'était pareil. Peut-être que les hommes, je ne sais pas, un Hakimi par exemple qui n'a pas du tout été au rendez-vous, peut-être c'est un manque de motivation, je ne sais pas. Moi, j'ai du mal à trouver, honnêtement. Mais qu'un joueur ne soit pas au rendez-vous, là, ça peut se comprendre parce que ce sont des êtres humains aussi et ça leur arrive aussi, les grands athlètes aussi, de manquer un rendez-vous parce que Maroc-France était quand même un rendez-vous dans cette Coupe du Monde, mais que 2-3 leaders dans une même équipe sur un même match le même jour ne soient pas au rendez-vous, là, je me dis peut-être que ce n'est pas un hasard. Et c'est là que je me dis que peut-être que les Marocains, ils ont souffert un peu aussi de leur qualité. Parce qu'avant la rencontre, ils n'étaient pas forcément dans la peau d'une petite équipe. C'est vrai que la France était nettement supérieure, mais on savait déjà ce à quoi cette équipe marocaine était capable. Et donc, tout le monde s'attendait à ce que le Maroc montre quelque chose. Donc, il y avait tous les observateurs qui attendaient que le Maroc, peut-être définitivement dans cette compétition, marque un grand coup face à un adversaire aussi important. Et peut-être, tout humain qu'ils sont, des joueurs marocains, ils sont tombés peut-être dans une sorte de relâchement inconscient. Et peut-être que c'est ce qui les a un peu plombés d'entrer dans le match. Vous savez, c'est un peu comme au réveil, quand vous vous réveillez le matin et que vous avez un peu une mauvaise humeur et que vous n'arrivez pas tout de suite à la première rencontre de sourire. Si vous ne savez pas faire, vous allez faire toute la journée comme ça. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, ils ont rentré un peu l'entame de match et après, c'était compliqué, comme Alex l'a dit, au début de la deuxième période, ils ont essayé de revenir, mais c'était déjà beaucoup trop tard. Il y avait trop de joueurs français qui étaient déjà en confiance et finalement, voilà, ça ne pouvait plus passer. Alors, l'Espagne a fait l'essentiel face à la Belgique et l'essentiel, c'est bien sûr la qualification obtenue face au Diable Rouge. Fabien Ruiz a ouvert le score sur sa première titularisation dans ce tournoi à la 30e minute. Égalisation de Charles de Cateler. Et en fin de rencontre, il nous a remis un scénario identique comme face au Portugal. Il s'appelle Mikel Merino, super sub ou Joker de Luce. Un but marqué à la 88e minute pour envoyer la Roja en demi-finale. Un super sub. Depuis l'Euro, il nous a habitués à ces scénarios-là. C'est incroyable. Il faut enquêter sur lui. Comment il fait pour à chaque fois. Juste 2 minutes après. Il est entré en 2 minutes après. Il n'a pas besoin de jouer 90 minutes, 90 minutes. Premier ballon, premier but. Premier but. C'est un joueur qui est en confiance, il faut l'avouer. Qui sait pourquoi son coach le fait entrer. Et tant mieux, ça marche. Ça marche pour lui parce que c'est quand même quelqu'un qui peut être titulaire dans cette formation-là. Mais bon, après, il a connu une saison compliquée. Il n'était pas régulièrement titulaire aussi en club. Donc, il arrive
dans la sélection où il y a beaucoup de qualité. Vous imaginez un joueur comme Fabien Ruiz, c'était sa première titularisation, lui aussi il marque. Mais dans l'ensemble, on a vu une équipe espagnole assez cohérente qui voulait forcément ce résultat-là. On savait que dans cette rencontre-là, c'est la Belgique qui revient de loin, qui a connu une campagne en poule compliquée. Il y a ce match-là, dans ce scénario fou face au Sénégal, qui relance toute la machine belge. Et puis, bien aidé par Donald Trump aussi, qui a boosté leur morale. Mais je pense que face à l'Espagne, c'était une nation, une nation plus forte que la Belgique dans ce tournoi. En tout cas, au vu de ce qu'elle montrait, il n'y avait que des clean sheets avant ce 6e match-là, 5 matchs sans encaisser. Et moi, ce que j'attendais, de voir comment allait réagir l'Espagne si elle encaissait un but. Et la Belgique a réussi à marquer face à cette formation-là. Mais ils sont restés sereins, ils ont joué leur jeu habituel. C'est vrai que Oyarzabal, il s'est un peu beaucoup manqué sur cette rencontre. Lamine Yamal aussi, qui n'est pas au top de sa forme, comme habituellement, mais une formation espagnole naturelle, fidèle à son jeu. Et cette circulation de balles de façon outrageuse, on domine l'adversaire tel un rouleau compresseur, mais on n'est pas tout de suite pressé de marquer. Et quand on est dans la difficulté, et puis je pense qu'ils ont été bien aidés aussi par la blessure de Thibaut Courtois, parce que je ne suis pas sûr que sur cette balle-là, Courtois aurait mieux fait. Et puis après, Courtois qui dit en interview qu'il aurait aimé continuer le match, incompréhension avec son staff. Il parle même d'aller de faire une pause avec la sélection et tout. Donc, vous sentez un joueur aussi déçu. Donc, je me dis, il y a eu des circonstances atténuantes pour cette formation espagnole pour pouvoir profiter du moment et faire mal à cette formation de la Aurora. Mais sinon, au-delà de ça, pas si impressionnante que ça, l'Espagne. Réaction de Manu? Oui, moi je vois dans cette Coupe du Monde une équipe espagnole complètement différente. C'est vrai qu'ils sont toujours fidèles à leurs principes de jeu et les principes fondamentaux de cette équipe espagnole, c'est-à-dire posséder le ballon, priver l'adversaire du ballon, parce que vous savez, vous êtes dangereux quand vous avez le ballon. Donc, quand ils privent leur adversaire du ballon, ça fait qu'ils contrôlent le match et le tempo vient d'eux. Et c'est vrai que dans toutes les équipes, on parle souvent des attaquants qui brillent dans cette compétition. Mais dans cette équipe espagnole, tout au long de cette Coupe du Monde, on a déjà vu Oyarzabal briller dans d'autres rencontres, mais on voit des milieux de terrain qui se mettent à marquer, ce qui n'était pas forcément l'habitude dans cette équipe. Ils sont champions du monde, ils ont un certain statut dans cette Coupe du Monde. Champions d'Europe, en titre. Ils ont une certaine statut aussi à défendre dans la compétition. Donc ça fait qu'aujourd'hui, la nouvelle équipe d'Espagne, ce n'est pas une équipe qui va aller complètement rouler sur tous ses adversaires, mais c'est une équipe aussi qui est capable de passer par des moments difficiles. Moi, j'avais déjà vu ça contre l'Uruguay, dans des phases de groupe, où le match était compliqué, où on voyait les Uruguayens leur rentrer dedans. Mais les Espagnols, ils ont très bien répondu parce qu'il y a quelques années, c'est une équipe qui sort un peu de son esprit quand ils sont en face d'un adversaire qui est un peu physique. Mais là, on voit du répondant, on voit une équipe assez concentrée, une équipe qui ne se laisse plus trop bouger. Et d'ailleurs, la statistique avant le but encaissé contre la Belgique, c'était une équipe qui n'avait pas encore encaissé dans cette compétition. Donc, je me dis qu'il ne faut pas attendre l'Espagne dans la domination outrageuse tout au long de cette compétition. On est déjà presque à la fin. Mais plus dans l'efficacité, plus dans le contrôle du jeu. Et c'est là aussi que les joueurs comme Lamine Yamal, ils sont intéressants parce que tout le monde les attend à les voir marquer. Mais lui, dans ce qu'il fait, c'est qu'il crée du déséquilibre, il permet à d'autres joueurs de marquer aussi. Et ça, c'est plus le collectif qui est mis en avant, ce qui ne fait pas forcément plaisir à tous ceux qui ont déjà connu les belles époques de l'Espagne, mais c'est une équipe efficace et dans des grands tournois, des fois, il ne faut pas être très flamboyant pour aller jusqu'au bout. Et pour l'instant, les hommes de luxe de La Fuente sont en train de faire un parcours très, très honorable. Non, mais même si sur les belles années de l'Espagne, ça a été toujours comme ça. Il n'y a pas eu cet attaquant-là forcément qui porte. C'est vraiment pas de David Villa qui est meilleur buteur espagnol. Oui, ça c'était déjà en 2010. En 2010, mais c'est 5 buts quoi. Aujourd'hui, Oyarzabal, c'est presque pareil. Donc, vous voyez l'Espagne comme en 2010? Non, pas forcément. Déjà, et c'est mieux pour l'Espagne parce qu'en 2010, pas forcément, je les attendais, mais il y avait pour moi, le milieu de terrain de 2010, il est largement supérieur à ce milieu de terrain-là, en termes de créativité, en termes de technicité et en termes de gestion des temps forts et des temps faibles de l'équipe. Moi, je trouve qu'il y avait beaucoup plus de maturité avec Iniesta, Xabi et Xabi.
et Xavi. Ouais. Voilà, parce que c'était le trio. Et ce qu'on reprochait aussi à l'époque à cette équipe-là, c'est de ne pas trop marquer. Et je pense que c'est le même reproche qu'on peut faire à celle-ci aussi, qui, oui, dans certaines rencontres, a marqué beaucoup, notamment c'est 5-0 finalement, face à l'Arabie Saoudite. Ou bien 4-0. Oui, c'était 4-0. C'était 4-0. Voilà, le match était déjà plié en première mi-temps. Mais c'est le seul match où ils ont marqué plus de 2 buts. Donc, dans les autres rencontres, ils se contentent de marquer un but. Manu parlait du match face à l'Uruguay. Un but, c'est bon. Et contrairement en 2010, ils avaient même perdu leur premier match face à la Suisse avant de remporter. Donc, il y a des similitudes, certes. Mais moi, je trouve que beaucoup plus de maturité en 2010. Mais une équipe plus efficace et plus tueuse en 2026. Parce que vous regardez la façon dont elle élimine le Portugal, quoi. 91e. On se dit, tiens, le match est fini, peut-être on va en prolongation, elle marque. Et les Belges aussi, je suis sûr qu'à un moment donné, ils se sont dit que c'est sûr qu'ils iront en prolongation. Et puis ils encaissent, un peu comme eux-mêmes, ils ont marqué contre le Sénégal. Donc, c'est un bon syndrome. Mais c'est une équipe un peu comme, peut-être on en parlera à l'Angleterre, qui est pour moi très imprévisible. C'est-à-dire, ce n'est pas la dictature des résultats, comme on le dirait avec la France, mais c'est serein, c'est tranquille, c'est posé, mais ça fait mal, quoi. Des tueurs en douce. Je vous repose la même question. Vous voyez cette formation de la Rora rééditer l'espoir de la Coupe du Monde 2010? Il faut déjà passer l'étape de la France pour les demi-finales à venir, mais c'est une équipe quand même qui a les moyens de le faire, hein, parce que ils ont du talent, que ce soit en défense ou au milieu de terrain comme en attaque. En défense d'ailleurs, c'est de la grande révélation parce que Aymeric Laporte, moi personnellement, je ne l'attendais pas à ce niveau parce que entre-temps, son petit voyage du côté de l'Arabie Saoudite, il est revenu du côté de l'Athletic Bilbao avec une certaine forme et surtout Koubarsi qui sort d'une saison assez compliquée avec le FC Barcelone parce que individuellement, c'était très compliqué parce que le système avec Flick… Et sur ce but, on lui doit en partie, hein, parce que c'est lui qui frappe. Justement, mais sur le but belge aussi, il était quelque part aussi responsable parce qu'il n'était pas très serré sur le marquage. Moi, je trouve beaucoup de qualité à cette équipe espagnole qui peut aller loin, qui peut vraiment aller loin et surtout ils sont capables cette fois-ci d'ajouter encore la solidité défensive à leur jeu flamboyant. C'est là aussi peut-être qu'il leur manquait quelque chose. Mais demi-finale, c'est loin, non? Oui, pour une équipe qui est supposée aller jusqu'au bout, demi-finale, ce n'est pas encore loin. D'accord. Si. Non. Il ne reste qu'un peu. Avant le début de la compétition, c'était l'Espagne qui était le favori numéro 1 pour la majorité. Ils tiennent leur rang, les Espagnols. Donc, s'ils tombent en demi-finale, l'objectif n'est pas atteint. D'accord. Voilà. Et la Côte d'Ivoire était quelle? On est La tous… Côte d'Ivoire, peut-être que c'était des touristes. Alors, on poursuit cette émission pour parler bien sûr des Vikings qui ont résisté face aux Three Lions, mais dans l'extra time, ils sont tombés les armes à la main, bien sûr. Non, les pagaies à la main. Oui, ils sont tombés avec les pagaies à la main. Oui, naturellement, on se croyait déjà sur quel fleuve Bon, pas le Nil en tout cas. C'est Mississippi, Missouri. Oui, naturellement. Oui, j'ai bien fait le lycée. C'est ça, Mississippi, Missouri. Je fais très bien. Non, aux États-Unis. Okay. Si un fleuve, bon, quoi, moi je veux dire un fleuve norvégien au nom de quoi? Allez, ouverture du score de Cederup, un centre, tir carrément, 36e minute, et puis dans les arrêts des jeux de la première mi-temps, égalisation de Jude Bellingham, toujours un taille patron qui fait pour moi son mondial, et dans les prolongations, la 93e minute, Jude Bellingham récidive, 2-1 à l'arrivée. Pour l'Angleterre de Thomas Tuchel qui continue de faire son petit bonhomme de chemin. L'Angleterre, Alex, est dans le dernier carré. Ouais, ils sont dans le dernier carré, les Anglais, mais je n'ai pas retrouvé forcément une équipe comme je l'avais trouvé face au Mexique. Parce que face au Mexique, c'était du costaud, c'était du football? C'était du football. mais là, naturellement, mon horizon d'attente, il était très grand pour cette rencontre-là. Mais c'est une équipe qui a… Je ne sais pas si c'est surjoué ou bien déjoué, mais ils n'ont pas joué en tout cas. Ils ont ajouté un suffixe ou bien un préfixe, je ne sais plus. Et ils étaient absents. Même le coach s'en est plaint en conférence de presse en zone mixte où il reprochait à son équipe de ne pas avoir été si performante. Et Harry Kane l'a défendu en disant que à l'entraînement, c'est une équipe de qualité, il propose de très belles choses. Et quand il n'arrive pas à reproduire ça sur le terrain, naturellement, le coach s'en plaint. Mais c'est une équipe qui a du cœur, qui a de la résilience
et qui a de la volonté de faire de cette Coupe du Monde-là un très beau souvenir, comme en 1966, où ils ont remporté non, c'est 1966. Oui, c'est 1966 qu'ils ont remporté. C'est en 86 qu'il y a eu la main de Dieu, c'est ça? Oui, de Maradona. Que des 6. Ouais, Donc, les 6, c'est le 3e 6 qui est en train d'être aligné. Ouais. Donc, c'est peut-être bon signe pour eux. Je ne sais pas forcément. Mais sur cette rencontre-là, on a vu une belle formation norvégienne qui a produit du jeu, qui aurait pu tuer cette rencontre-là si Charlotte et il n'avait pas fait du Simon à Dingra. Sur une action, il aurait pu passer la balle à l'un des pieds, on était bon. Mais il a préféré la jouer très solide. Et comment vous analysez ce geste, cette décision d'être à 2 contre 1 et d'opter pour la solution individuelle? Je suis dans sa tête et je comprends. À sa place, j'aurais peut-être fait on ne peut pas comprendre ça. Si, non, c'est compréhensible. Non, ça, c'est incompréhensible. Il est en train de défendre l'indéfendable. Non, je défends pas. Allez-y, à un niveau de la compétition, mais il faut toujours il faut privilégier le collectif et l'individualisme. Et pire encore, ce qui m'a plus énervé, c'est qu'il ne fait pas la passe. Allez-y. Il ne fait pas la passe et il ne marque pas non plus. Il n'a même pas frappé. Il n'a même pas frappé. Mais attends. On peut dire qu'il a fait un tir qui est contré après. Non, mais ça, c'est pas un tir, ça. Quand tu as l'opportunité de servir ton partenaire pour qu'il mette le ballon au fond, vous menez déjà 1-0. Avec ce but, c'est 2-0, je pense, au moment de l'occasion. Mais comment il peut se permettre de garder ce ballon? Moi, c'est déjà un joueur dont je ne suis pas fan. Charlotte. Mais Manu, tu conviendrais avec moi que sur une telle opportunité, en tant que défenseur, vous vous attendez forcément à ce qu'on donne la balle à Haaland. Moi, dans sa tête, il peut le ballon et que Haaland en réalité. Oui, mais le défenseur, son premier réflexe, c'est de forcément s'attendre à la passe. Mais il n'y avait pas de la place. Non, s'il y avait un défenseur entre lui et Haaland. Je n'en disconviens pas, mais il n'y avait pas de la place. Il n'y avait pas de la place pour vous, Alex. Il n'y avait pas de la place pour faire une passe à Haaland. Il n'a pas fait. Mais non, son intention, moi j'essaie de le comprendre. Faut pas essayer de le comprendre. Faut pas le défendre. Il défend l'indéfendable. Non, ça c'est pas possible. Il aurait possible. Aujourd'hui, si ça avait marché, à la maison avec le RAM, juste parce qu'il n'a pas fait cette passe. Ça c'est pas possible. Mais il aurait par exemple marqué ce but-là, on aurait dit que moi, s'il avait déjà réussi à frapper ou marquer, là, je l'applaudis parce que moi, je m'attends à avoir un but. Ce n'est pas parce que j'étais contre les Anglais, pas du tout, parce que depuis le début de la compétition, je voyais très bien les Anglais aller loin dans cette compétition. C'est vrai que dans cette partie, les Anglais, ils ont été vraiment surpris par l'intensité imprimée par les Norvégiens. Je me disais, si je suis Anglais, c'est vrai qu'on respecte tout le temps son adversaire, mais on peut quand même aussi prendre son adversaire un peu de haut. Parce que quand on voit les performances de la Norvège, jusqu'à l'élimination même du Brésil, ce ne sont pas des grandes performances dans le jeu. Donc les Anglais pouvaient se dire que normalement ça devait passer. Mais quand tu prends la première période, on voit clairement que les Norvégiens, ils ont réussi à poser le ballon, à le manier. Odegaard, il était comme dans un jardin. Donc le match, il était tellement compliqué pour les Anglais. C'est là que je me dis que Charlotte, il a très très mal joué le coup. Et aujourd'hui, les Norvégiens, ils ont raison de le cibler comme le fautif de l'élimination de la Norvège. Parce que quand vous avez des occasions comme ça, c'était un peu comme l'occasion de Hendrik aussi quand il était entré en jeu contre la Norvège lors des quarts de finale. Sur la passe de Vinicius. De finale. Mais ce n'est pas possible. Et les Anglais, vous savez, ce sont des joueurs qui ont du talent. Que ce soit Haaland, que ce soit Kane. Il est né en Angleterre. C'est mieux même l'élimination de la Norvège. De retrouver. Lyon lui récupère pour qu'il joue pour l'Angleterre. Parce que il pouvait quand même rendre de fiers services. Ce sont des joueurs qui ont du talent. Et quand vous avez l'opportunité de les punir et que vous ne le faites pas, forcément qu'ils regagnent en confiance. Et la confiance, elle est revenue avec le sursaut d'orgueil de Jude Bellingham. Magnifique action, égalisation. Même si la deuxième période était un peu partagée entre les deux équipes, finalement, les Anglais, ils ont tenu parce qu'ils savaient qu'il y a quelque chose qui s'est un peu cassé dans cette équipe norvégienne parce qu'ils ont manqué cette situation-là d'aller punir les Anglais. Et vous savez, ce sont des lois du foot. Ça se retourne contre vous à un moment. Les champions du monde en titre, l'Albi Céleste, se retrouve aussi dans le dernier carré après une prestation en face à la Nati Suisse, bien entendu, où ils ont obtenu le biais qualificatif au bout de l'extra time, après l'ouverture du score, bien sûr, de McAllister. La réponse de Dan Doy à la 107e minute, il y a eu un carton rouge de Prelem Bolo et dans les prolongations, Julian Alvarez à la 112e minute marque le but du 2-1 avant le break fait par Lautaro Martinez dans les arrêts de jeu.
de l'extra time, un scénario un peu dingue, la Nati qui a été un peu résiliente, mais finalement, c'est l'Argentine qui passe avec un fait de jeu, le carton rouge d'Embolo. Ah, ça reste l'une des rencontres aussi où il y avait certes une grosse attente, mais bon, sur le papier, on savait que c'était déséquilibré. En arc, pas masterclass, mais en arc. Ni l'un ni l'autre. Parce que moi, c'est pas une rencontre qui m'a fait Vous êtes bouger. resté hein, sur votre Ouais, votre fin. déjà même qu'il y ait eu les prolongations, c'est un truc qui m'a irrité. Vous attendez quoi? Mais s'il Une fallait gagner 3-1, Ouais. il fallait gagner 3-1 pendant le temps réglementaire. Au moins, tu dois récupérer un peu de ton sommeil. Le match hein, s'est joué à 2h du matin. Quoi. Ils nous ont fait patienter pour rien. Mais au fond, une vraie opposition de style quand même. Ouais. Parce que moi, je me dis, Murat Akin, le coach suisse, il a quand même su tactiquement poser des problèmes à cette formation argentine qui, on le sait, ne réalise pas un grand mondial. Et c'est là où Lionel Scaloni, moi, je ne le comprends pas. D'ailleurs, sa tête est réclamée. Dans un tel match, il titularise 4 milieux de terrain. Et à vocation défensive, quoi. Vous mettez Enzo Fernandez, vous mettez le Paredes, vous mettez McAllister et vous mettez Depol. Mais vous voulez aucune créativité dans le jeu. Et c'est là où je me dis, mais ils sont en train de fatiguer Lionel Messi, quoi. Le mec, il est obligé de faire tout pour eux. Mais c'est pas possible. Il y a des joueurs talentueux sur le terrain qui peuvent créer le jeu, qui peuvent faire le jeu dans ce milieu de terrain-là. Moi, je ne comprends même pas pourquoi ils jouent défensif face à une formation comme la Suisse, qui n'avait plus forcément Yohan Mazambi, qui est blessé et qui est offensivement, quand Mazambi il est là, la Suisse, c'est un autre niveau. Et on a pu le voir face à l'Algérie, face à la Bosnie-Herzégovine. Quand il est rentré, l'impact qu'il a pu emporter, c'est un vrai impact player. Les mecs qui n'ont pas l'impact player, fait le jeu, quoi. Vous êtes champion du monde, mais on est exigeant envers vous, peut-être à tort ou à raison. Et on voit qu'au final, c'est les remplaçants et qui, en fin de rencontre, changent cette équipe-là. Et regardez, même à 10 contre 11, comment l'Argentine souffrait. Donc aujourd'hui, c'est vrai, on a des champions du monde, mais qui n'assument pas valablement leur statut. Ils se font titiller par tout le monde. Et quoi, le Cap-Vert, aujourd'hui, peut se taper la poitrine d'avoir fait douter à un moment donné l'Argentine. Pareil pour l'Égypte. Et aujourd'hui, la Suisse, quoi. Moi, à un moment donné, ça passe, mais c'est trop limite, quoi. Ce que cette formation argentine est en train de nous proposer. Bon, Messi n'a pas marqué, mais encore une fois, il a dû disputer 120 minutes quoi, à son âge. C'est pas possible, quoi. À un moment donné, oui, on est tous d'accord qu'il y a un collectif qui veut que Lionel Messi puisse briller, mais à un moment donné, il faut faire reposer votre meilleur joueur. C'est pas possible. Trois prolongations d'affilée. Donc, ils ont évité les prolongations face à l'Égypte. Ah, mais le match. Ah bon, ils n'ont pas joué les prolongations. Ils ont fait des prolongations, mais. Ah, l'Égypte. Ils ont failli. Ça en avait tout l'air. Hein. Ça avait tout l'air, justement. Ouais, c'était très long, c'était très disputé, mais on se dit à la fin, mais qu'est-ce qu'ils sont vénards, les Argentins? Comment ils font pour passer? Parce qu'on se pose tous la question, parce que depuis le début de la compétition, on se disait peut-être que c'est une équipe qui va monter. Est-ce qu'ils se retrouvent mieux dans l'extra time? Ah ouais, sûrement. Ils sont beaucoup plus à l'aise là-dedans? Je pense que ça coïncide beaucoup plus avec une défaillance physique de leurs adversaires qui peut-être n'arrivent pas à résister déjà une victoire parce qu'on a vu dans chaque situation, ce sont des adversaires qui étaient en position de force et les Argentins, ils arrivent à renverser la table. C'était la même chose contre le Cap-Vert, contre l'Égypte et même contre la Suisse parce que les Suisses, ils étaient revenus au score, ils étaient dans une dynamique très, très intéressante. Si Brandon Bolo ne se fait pas expulser, je pense que la Suisse va quand même éliminer l'Argentine parce que quand on voyait la partie, ils étaient tellement en souffrance physique parce que les deux précédents matchs étaient tellement héritants physiquement pour les joueurs argentins. Et il a raison de critiquer l'entraîneur Alex parce que Lionel Scaloni, là, il est en train de nous montrer ses limites tactiques, tout simplement ses limites d'entraîneur parce que quand vous avez des joueurs aussi talentueux, qui ont fait la pluie et le beau temps toute la saison dans leur club et qu'ils se retrouvent en Coupe du Monde. Mais si vous les sélectionnez, c'est parce qu'ils ont fait une bonne saison, non? Bien sûr. Non, mais s'ils ne sont pas capables de jouer une minute dans des rencontres aussi importantes, je ne sais pas quel message l'entraîneur lui-même il envoie à ses joueurs. Parce qu'il fait les mêmes changements, toujours la même composition d'équipe. Et Messi, à 39 ans, qui est censé être une aide pour l'équipe argentine, redevient le centre du projet argentin. Ils ont du bol. Je ne sais pas comment ils font tout le temps pour passer, mais je pense que face à l'Angleterre, ça ne va pas passer. Merci infiniment pour vos... C'est pas une parole d'évangile, les supporters argentins, soyez assurés. En tout cas, ce qui est sûr, Angleterre, Argentine, c'est bien sûr à suivre. Et on va revenir pour débriefer. Pour aujourd'hui, c'est la fin de débrief
des matchs des quarts de finale. Mes chers abonnés de Majestic, je vous propose à présent de suivre cette chronique de Christine qui nous parle bien sûr des à côté de ce mondial tripartite organisé par le Canada, Mexique et les États-Unis, en faisant bien sûr un flashback sur le mondial qatari, comme quoi le foot, c'est pas que du sport. Regardez. Le foot, c'est pas que du sport. Petit retour en 2022. Le fameux brassard One Love contre les discriminations. La FIFA lui a dit non merci, direct interdit, sanction à la clé. Parce que visiblement, dire non au racisme, c'est plus risqué que d'organiser un mondial dans un pays où il fait 45 degrés à l'ombre. D'ailleurs, en parlant de chaleur, 7 des 8 stades du mondial Qatar 2022 étaient climatisés. Climatiser un stade de foot. Vous imaginez la facture? Nous, à Kégué, on lutte déjà avec un ventilo. Eux, ils refroidisaient des tribunes entières pour que Messi n'ait pas chaud au mollet. Ah, en parlant de stade du foot, Ronaldo qui pleure à chaque match. Défaite, victoire, but, pas but. Peu importe, les larmes coulent. Et devinez quoi? Cette année encore, la tradition est respectée. Et les fameuses pauses d'hydratation. On croit que les joueurs boivent de l'eau. En vrai, c'est surtout l'occasion pour les partenaires officiels de placer leur logo 30 secondes de plus à l'écran. L'hydratation, c'est le prétexte. La pub, c'est le vrai sport. On avance à 2026 et devinez qui s'invite dans le vestiaire. Trump, oui, lui-même qui se mêle d'une décision concernant le joueur américain Folarin Balogun. Parce qu'apparemment, un président américain a plus urgent à faire que de jouer les sélectionneurs à distance. Et pendant ce temps, après la victoire de la France contre le Paraguay, une sénatrice paraguayenne balance des propos racistes sur Mbappé. Petit détour par la Belgique. Jérémy Doku a quitté temporairement le rassemblement des Diables Rouges pour assister à la naissance de son fils. Une journaliste française l'a critiqué pour ça, estimant qu'un vrai footballeur ne devrait rien manquer de la compétition. Parce que apparemment être père, c'est moins important qu'un match de poule. Bref, entre les bassins interdits, les stades climatisés, les larmes qui coulent et les papas qu'on critique d'être présents, le foot et la vraie vie, ça ne joue clairement pas dans les stades différents. Merci infiniment, Christine, pour cette chronique. C'est la fin. Mon cher Alex et Manu, on va clôturer en beauté, bien sûr, ce numéro Pour danser? qui est dans la boîte. D'accord. Vous voulez danser? Non, même pas. Ah, ok. Manu, c'est un bon danseur. Moi, je suis partant. Lui, Bon- c'est un grand danseur. Prochainement, on Prochainement. va trouver une bonne musique, d'accord? Et un DJ. Ah, Mais d'accord. sinon, c'était un plaisir, voilà. Votre mot de la fin? C'est ça, c'était un plaisir. Vous Il est incroyable, suivez? Alex. Toujours fidèle à lui-même, Manu Commandé. Merci d'avoir été des nôtres. Oui, ça a été un plaisir, comme d'habitude, de parler de cette passion commune qu'est le football. Vos remerciements vont bien sûr à l'endroit de vous, nos chers abonnés, bien sûr de Majestic, et de toutes nos équipes techniques et rédactionnelles qui ont travaillé d'arrache-pied pour que ce numéro d'After Goal ait lieu. On se dit à très vite, toujours au même endroit, toujours sur la même fréquence. C'est bien sûr Majestic Studio. À très vite.